Très bien, vous êtes en direct de CML13 Télévision, vous faites bien. Le plaisir est nôtre de vous retrouver en ce mercredi 26 novembre dans le cadre de votre magazine CML chez vous. Messieurs, dames, bonjour et bienvenue à vous. Alors, beaucoup de jeunes se trompent en pensant que c'est l'État je m'excuse, qui donne le travail. Auprès de l'État, il n'y a pas de travail pour tout le jeune. Ce ne serait pas possible d'engager tout le monde, mais c'est par la création d'entreprises que nous allons multiplier les emplois. Ce n'est pas moi qui le dis, mais le président Félix Antoine Tshisekedi en meeting dans la province du Tanganyika où il est arrivé hier, notamment pour le séminaire de gouverneurs. Alors que, vous savez, parmi les 6 piliers du gouvernement ou de la présidence également, le président a parlé de la création de 6 400 000 emplois pour ou en faveur de jeunes, on va dire ainsi. Est-ce que les jeunes aujourd'hui vont se sentir abandonnés à leur propre essor? Comment cette nouvelle est perçue au sein de la jeunesse congolaise? Alors c'est avec un jeune cadre du parti Leadership et Bonne Gouvernance, enfin leadership et gouvernance pour le développement LGD en sigle, du professeur et ancien Premier ministre Matata Ponyo. Il s'agit bien sûr de M. Joseph Edeba. Il est président fédéral au sein du parti LGD. Avec lui, nous allons également aborder cette question du changement ou réforme constitutionnelle. Aujourd'hui, on se pose des questions de savoir est-ce que les opposants non, cette guerre de façon dispersée. Pourquoi dispersée? Vous le savez, il y a un front créé qui prend en son sein Matata Ponyo, Delis Esanga, Moïse Katumbi ainsi que Joseph Kabila Kabange. Ils font route ensemble pour contrer toute initiative de la révision au changement de la Constitution. De l'autre côté, nous avons Adolphe Muzitu qui soutient carrément cette initiative. Il pense que la révision de la Constitution est opportune. Alors, pour Delis Esanga, lui, il fait chemin seul à travers une plateforme dénommée Sursaut National. Alors, est-ce que mener ces combats de cette façon, l'opposition congolaise aujourd'hui saura gagner ces combats et la population va continuer à s'identifier à cette opposition aujourd'hui? Que pense le LGD de Matata Ponyo sur la révision ou non de la Constitution? Les opinions continuent à diviser justement la classe politique congolaise ainsi que la population congolaise. Alors voilà qui fera l'objet de notre échange aujourd'hui sur ce plateau, sur ce magazine de CML chez vous. Je l'ai dit, c'est avec M. Joseph Edeba que nous allons aujourd'hui discuter durant 45 minutes. Il est avec moi sur ces plateaux. M. Joseph, bonjour et bienvenue à vous. Bonjour Madame Tania, merci d'abord de l'invitation. Je suis heureux de me retrouver sur votre plateau, enfin d'échanger avec la population sur les questions qui, n'est-ce pas, caractérisent aujourd'hui notre société, les questions politiques et les questions d'ordre économique, voire social de notre nation. Donc je suis très heureux, j'espère que nous allons avoir un très bon échange. Très bien. Alors, je vais commencer quand même avec ces biscuits. Je veux parler de votre président et notre professeur, on va le dire comme ça, ancien Premier ministre Matata Ponyo. On l'a vu chez le gouverneur Daniel Bumba. Alors, le Congolais aimerait savoir, lui étant que député national, on le voit en train de changer. Il s'est emmené de plusieurs propositions. C'était pourquoi? Et est-ce que ces tâches lui revenaient? Madame, il faut noter une chose, parce que vous parlez des biscuits, bien évidemment, il revient de notre responsabilité comme peuple de pouvoir apporter notre contribution à notre niveau pour essayer de faire avancer notre nation dans une dimension ou l'autre. Alors, le fait que notre président national se rende au niveau de la province, au niveau de la ville, pour écouter et, n'est-ce pas, faire aussi des propositions l'amélioration des conditions de vie des Kinois, notamment en termes d'infrastructures routières, parce que vous savez, madame, quand le premier ministre de l'époque, Augustin Matata Ponyo, était en train de diriger la nation, la ville, province de Kinshasa, a été louée comme une ville propre par le maire de Paris qui était ici au passage. Et donc, en effet, il devait, de par la responsabilité de l'expérience qu'il a de la gestion du pays, mais aussi de la ville-province de Kinshasa, qui était à l'époque propre, il s'est donné cette responsabilité de venir auprès de l'autorité de la ville pour entendre qu'est-ce qui bloque. Parce qu'actuellement, la ville est devenue invivable. Les Kinois nagent aujourd'hui sous l'eau.
Les Quinois ne savent pas sillonner paisiblement. Les embouteillages sont aujourd'hui indéfinissables. Vous savez, madame, j'ai appris ici, avant de venir sur votre plateau, qu'il y a des gens qui sont rentrés chez eux hier à 2 h du matin, faute des transports. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les circuits routiers posent un sérieux problème au niveau de la ville. Et donc, en tant que Congolais, désireux de voir les institutions avancer, notre président a eu le réflexe d'aller voir l'autorité de la ville et de faire même des propositions. C'est ça aussi l'opposition. C'est ça aussi l'opposition, pense-t-il être écouté? Ben, ça va dépendre de la réceptivité, je veux dire ici, des dirigeants de la ville, mais la responsabilité de pouvoir guider, donner des exemples, surtout qu'on a été bons dirigeants à l'époque et la ville n'avait jamais atteint les niveaux que nous avons aujourd'hui. Voilà, il était important d'aller le voir. Donc, ce qui reste de la suite pour la mise en application des n'est-ce pas, aborder avec les gouverneurs de la ville, ça dépendra d'eux et qui sont responsables directs de la gestion de la ville. Est-ce qu'au niveau de l'Assemblée nationale, est-il aussi en train de marquer ses empreintes ou il veut juste se démarquer au niveau de la ville? Bon, vous l'avez d'ailleurs compris, s'il y a un député qui s'est démarqué par des interventions pertinentes, mais aussi par des interventions qui, n'est-ce pas, présentent les choses telles quelles, c'est les interventions de M. Matata qui aujourd'hui peint une image d'une gestion catastrophique de notre nation. Et vous allez vous souvenir que c'est aussi à cause de son expérience d'avoir gouverné en bien les institutions à l'époque quand il était Premier ministre. Et donc en effet, s'il y a un député aujourd'hui, qui fait la fierté d'avoir des vrais élus du peuple, Matata en fait partie. Pourquoi Matata on ferait partir? Qu'est-ce qui vous rassure autant que Matata et cet élu-là qui a été, enfin, on va dire qui est porté par le peuple? Non, mais écoutez, Matata a été il a aussi d'abord beaucoup de reproches. Je vous rappelle, madame, que Matata est les meilleurs élus. Aux élections de 2023, il y a eu un meilleur élu. Les plus meilleurs élus, c'est Matata Akindu. Il a été voté il y a plus de 44 000 voix. Il n'a pas été que Premier ministre des Kindu. Je vous le dis parce que c'est son fief électoral. C'est là où il a été voté massivement parce que vous savez que nous, au niveau présidentiel, nous avions opté pour un candidat commun de l'opposition. Et donc, restant comme candidat député national, il devait se retrouver normalement dans son fief. Et le fief naturel des Matata Pogno, c'était les Kindu. Et voilà pourquoi il a été voté massivement, ce qui d'ailleurs témoigne du simple fait que s'il restait candidat président de la République, il aurait bénéficié de beaucoup de voix, surtout de ceux fonctionnaires qui bénéficient. Non, madame, la réputation de la bonne gouvernance. Est-ce que Matata a cette bonne réputation-là? La bonne réputation de la bonne gouvernance de M. Matata Pogno est répandue au niveau international. Ce n'est pas seulement au Kindu, ce n'est pas seulement à Kinshasa. La preuve est que ce que nous voyons aujourd'hui est, n'est-ce pas, les caractéristiques d'une mauvaise gouvernance, aux inflations, et tout ce que vous voyez, tout ce que nous vivons. Matata n'a pas été le seul Premier ministre durant 18 ans. Je l'ai dit ainsi parce que la gestion de M. Matata témoigne les faits pour lesquels la gestion orthodoxe caractérisait sa gouvernance. Voilà pourquoi nous le nommons. Il a été plébiscité meilleur Premier ministre. On l'appelle d'ailleurs par l'archevêque de Lubumbashi, premier des premiers. Et donc, en effet, ce sont le résultat donné pendant son époque de gouvernance qui témoigne à suffisance que celui-là est le pion nécessaire que nous avons besoin pour faire avancer cette nation. Très bien. Alors, pensez-vous que Matata seul, dans cette Assemblée nationale qui a une majorité qui fait que, dont la majorité appartient beaucoup plus au pouvoir, il a cette facilité-là de se faire entendre et de mener à bien en fait des différents projets ou réformes? Madame, vous savez, le rôle d'un député national, ce n'est pas seulement de s'imposer, mais le rôle d'un député national, c'est pouvoir transmettre les desiderata de la population pour laquelle il a été mandaté. Et donc, en effet, je pense que sur ce rôle, Matata Pogno joue très bien sa responsabilité de pouvoir agir au sein des institutions, les contrôlant. Parce que ça, c'est le rôle d'un député, et proposant
des réformes nécessaires au changement. Vous avez entendu son discours en interpellant Madame la Première ministre sur la présentation du budget. Un budget... Il fait que dénoncer. Non, ce n'était pas les dénonciations seulement, Madame. Il fallait bien suivre du début jusqu'à la fin. Il a dénoncé la mauvaise gouvernance émaillée par des interprétations frauduleuses, allais-je dire, mais aussi il a fait des suggestions. Parce que quand il a parlé de la dépense exorbitante des institutions par rapport aux entrées, il était sur le point de montrer la mauvaise gouvernance en rapport avec les soldes budgétaires. Et il a dit que depuis tout ce temps, les soldes budgétaires n'ont jamais été positifs. Ce qui veut dire que les institutions, je veux dire la gouvernance de nos dirigeants actuels ne reflétait que quelque chose qui ne ressemblait à rien au développement. Et donc, en effet, au-delà des critiques, il a apporté des propositions afin que ceci puisse être pris en compte et puis à permettre à ce que les institutions puissent aller de l'avant. Et donc, en effet, il joue très bien et parfaitement son rôle. D'accord. Il sera évalué également, lui aussi, à la fin de cette législature. Ah ben, comme vous voulez, comme vous voulez. Exactement. Alors, je le disais, vous êtes en direct de CML13 Télévision. Vous faites bien, messieurs, dames. Vous le savez, hier, alors que le président s'est rendu pour un meeting dans la province de Tanganyika, il a fait savoir que l'État n'est pas donneur d'emploi, mais plutôt l'État crée des entreprises. C'est le président lui-même également qui a promis on va parler de 6 400 000 emplois à la jeunesse congolaise. De l'autre côté, le président évoque la question sur la révision de la Constitution. Pourquoi? Parce que cette dernière ne prendrait pas en compte les différentes réalités de la population. Alors, pour une jeunesse qui entend les présidents de la République dire que on va dire que le gouvernement est prêt à mettre en place de nouvelles entreprises, mais pas donner de l'emploi aux jeunes. Comment nuancer ou comment percevoir, ou dirais-je encore, comment comprendre l'idée derrière ce message du chef de l'État? Monsieur Joseph et débat, je vous reviens pour votre analyse quant à cette question. Madame, il faut ici présenter et signaler à la population qui nous suit au travers de votre émission que c'est après la sortie et les rassemblements du cardinal Ambongo avec l'archevêque Ambongo, avec les jeunes catholiques, les réveillant, les interpellant à la prise de la conscience collective pour s'ériger droit face aux manipulateurs qui viennent nous, au-delà de la mauvaise gouvernance, nous tromper, nous manipuler pour nous faire adhérer dans la logique de changer la Constitution, madame. Il faut ici noter que c'est après cette sortie importante de l'archevêque que Messieurs Félix-Antoine Tshisekedi aujourd'hui retourne pour dire aux jeunes qu'ils sont la priorité des sa gouvernance. Une réponse fallacieuse, parce qu'il y a quelques jours, Monsieur le Président de la République disait que la priorité pour lui actuellement c'était les changements de la Constitution. Alors madame, il faut rappeler une chose, les jeunes aujourd'hui n'ont pas d'emploi. Pourtant, le Président de la République, avec sa première ministre, ont promis 6 400 000 emplois pour les jeunes au niveau national. Quand je parle au niveau national, je n'exclus pas les gens qui sont à Bunagana. Comment ils vont arriver à créer ces emplois? Jusqu'à ce jour, il faut noter qu'il n'y a aucune preuve qui atteste que M. Félix-Antoine Tshisekedi est vraiment rentré dans le bain de vouloir apporter la solution au manque d'emploi des jeunes. Il a dit ici qu'il va créer dans l'Allemagne d'Afrique, évidemment, des millionnaires. Mais qui dit Allemagne d'Afrique dit un pays industrialisé. La RDC n'est pas un pays industrialisé. La RDC n'a pas des industries. La RDC n'a pas des entreprises créées. Et fort encore, au lieu de créer ces millionnaires en proposant des solutions idoines industrielles de la création d'emplois, M. Félix-Antoine Tshisekedi ne s'est vu que faire de quelques-uns de ses cadres et de son entourage des millionnaires, notamment Kabouya, son fils, Anthony Tshisekedi et les autres. Donc, il faut ici noter que tout ça, c'est de la manipulation parce que les jeunes aujourd'hui ne voient pas les paroles
de M. Félix-Antoine Tshisekedi s'est matérialisé en réalité. Et donc, en effet, il faut noter que pour créer des emplois, parce qu'il a si bien dit que la politique ne donne pas de l'emploi, ce n'est pas l'État qui pourvoit, mais je me suis posé la question, quel est le rôle des gouvernants? C'est les gouvernants qui pourvoient. Il y a une politique publique permettant à la création d'emplois. Notamment, je vais vous donner l'exemple à l'époque de ce que Matata a fait. Matata a créé pour améliorer les climats des affaires. Dans le cadre d'améliorer les climats des affaires, Matata Ponyo a amélioré les conditions d'accès rapide à la documentation pouvant permettre et favoriser la création d'entreprises. C'est comme ça qu'on a créé les guichets uniques qui jusqu'à aujourd'hui fonctionnent, mais avec beaucoup de difficultés. Les guichets uniques qui hier arrivaient à fournir tous les documents nécessaires à vil prix. Il faut le préciser qu'à l'époque, pour créer une entreprise, il fallait nager autour de 3000 et quelques dollars. Mais quand Matata a créé les guichets uniques pour favoriser le climat des affaires, permettant à ce que les jeunes entrepreneurs puissent naître ça et là, on a rabaissé les prix de la documentation ou de la création d'entreprises du point de vue orthodoxe, je vais dire ici du point de vue de la documentation. C'était maintenant désormais 100 dollars, 110 dollars pour avoir ces documents en ayant 5 jours. Alors qu'à l'époque, il fallait faire 6 mois pour avoir ces documents. Et ça, c'est la volonté non verbale, mais pratique de celui qui veut apporter les changements au niveau de la création d'emplois. Mais avec Félix-Antoine Tshisekedi, il faut noter que les guichets uniques pour livrer aujourd'hui les documents a des sérieux problèmes. Vous pouvez aller introduire votre requête et attendre pendant plus de 3 mois. C'est parce qu'il y a dysfonctionnement administratif ici qui est caractérisé par l'impact politique des dirigeants qui sont alignés à la tête de nos institutions. Et donc, il faut noter, madame, que ça, ce ne sont que des allégations gratuites pour berner cette jeunesse-là qui, quelque part, se révèle être dans la distraction de s'imaginer que Félix-Antoine Tshisekedi créerait des emplois. Le président a fait le premier mandat. Il a terminé. Combien d'emplois a-t-il créé? Vous avez des statistiques. Ça n'existe pas. Qui a accompagné de jeunes dans, ça les créations de pas. leurs propres entreprises aussi. Quelles sont les entreprises créées au niveau de la République qui ont engagé ne serait-ce que 100 000 Congolais? Ça n'existe pas. Quelles sont les entreprises créées par le gouvernement ou la gouvernance de M. Félix-Antoine Tshisekedi et tous les premiers ministres échangés qui a engagé 50 000 Congolais du coup? Ça nous fait rappeler ici directement l'offre d'emploi de la DGRAD ou la DGDA, si vous vous souvenez encore. Vous avez vu les niveaux où le peuple, la jeunesse particulièrement, avait des difficultés à trouver de l'emploi. Combien de jeunes ont apporté des CV? Et la finalité, c'est qu'on n'a engagé aucun jeune. Et ça traduit plus que les mots, la volonté ou les manques d'expérience et de leadership à pouvoir guider en bien les institutions pour produire des résultats escomptés. Les emplois ne sont pas créés, à dire vrai. Il faut ici dire que le taux de chômage s'est accru par rapport à 2016. En 2016, nous avions 63%. Aujourd'hui, nous sommes à 80%. Donc, les Congolais, non pas qu'ils ont gagné plus d'emplois, mais ils ont perdu beaucoup plus d'emplois qu'il y a quelques années passées. Il faut ici rappeler que, madame, nous sommes classés parmi, aujourd'hui, sous la gouvernance de M. Félix-Antoine Tshisekedi, comme étant l'un des pays les plus pauvres de la planète. Au-delà du fait que nous soyons classés parmi l'un des pays où la corruption règne, vous comprenez ça? Ça veut dire à suffisance que nous avons des dirigeants qui ne produisent pas le vrai résultat que nous avons besoin pour progresser notre nation. Nous avons des dirigeants qui se fichent complètement de la situation sociale de la population. Voilà pourquoi ils sont trempés aujourd'hui dans la démarche inique. La démarche qui va nous faire reculer, c'est lui de changer forcément, et d'ailleurs impunément, la loi sacrée ou la constitution de notre nation. C'est ça, l'expression verbale, tenue, ça et là. Non mais écoutez, nous vous aimons les jeunes, vous êtes la priorité de notre gouvernance. Il faut le dire avec des actions. Le peuple a besoin des actions, le peuple a besoin de l'emploi. L'emploi, ce n'est pas de la mythologie, l'emploi, ce n'est pas les déclarations, l'emploi, c'est la réalité. Le chômage, c'est une réalité. Et donc cette jeunesse-là, je pense
qu'il ne sera pas cette fois-là berné par nos politiciens qui essayent tant soit peu de les manipuler pour justement obtenir leur adhésion à un projet qui est bien arrangé afin de ne pas s'éterniser au pouvoir. Sinon, vous, qu'est-ce qui serait à la base de cette hausse du taux du chômage ici en RDC? Est-ce qu'on va parler d'une sorte de manque de projets bien réfléchis ou manque de volonté politique? Qu'est-ce que c'est là? Qu'est-ce qui pourrait être à la base de cette situation? Ce qui est à la base de cette situation, c'est la mauvaise gouvernance, madame. Vous savez, pour que les institutions se définissent être fortes dans une nation, il faut avoir des animateurs des institutions qui sont à même de bien arborer les leaderships et la gouvernance axée sur le résultat. Mais aujourd'hui, qu'est-ce que nous remarquons? À la tête de plusieurs de nos institutions, il n'y a que des animateurs politiques choisis dans les camps de nos amis du pouvoir. Qu'ils aient la compétence de diriger ou pas, ils sont sélectionnés, ils sont placés là-bas. Et c'est ce qui d'ailleurs, selon le ministre de portefeuille, il a dit que ça fait plus de 4 ou 5 ans qu'aucune entreprise publique ne produit des résultats positifs. Ça, c'est la réalité, c'est plus que les déclarations de M. Félix Antoine Tshisekedi. Il nous a parlé des exploits de régie financière. Ça date pas de, je crois que ça date depuis le début du mandat du président Félix Tshisekedi. Parlez-moi. 2 ans après. Parlez-moi. Ces exploits. Parlez-moi d'une régie financière qui a fait des exploits. La DG. Permis d'ailleurs hausse les impôts, de salaire, de toutes ces choses, en fait, des conditions de vie. Est-ce que je vous ai parlé, je vous ai même donné une réponse. Vous allez peut-être parler de la DGI. Les impôts, parlons des impôts. Vous savez pourquoi les impôts ont accru? C'est parce que les sociétés qui bénéficiaient à l'époque, au moment où le pays a changé la loi sur l'exploitation minière et tout ce que vous voulez, ces entreprises bénéficiaient d'une... qu'est-ce qu'on appelle cette gratification ici permettant aux gens d'évoluer? De l'exonération, pas tellement, de l'exonération. Ces entreprises minières-là bénéficiaient des exonérations qui permettaient à ceux qu'ils puissent travailler sans pour autant payer en rapport avec la nouvelle loi ou le nouveau code minier qui a été d'ailleurs initié par Matata, ce qui a d'ailleurs causé son départ. Ces entreprises-là ne payaient pas. Mais quand ces entreprises ont commencé à payer, la cotisation au niveau de l'impôt a augmenté. Il n'y a pas eu de magie, madame. La DGI n'a pas fait de magie pour avoir des recettes qu'il a commencé à percevoir à partir de 2019. Ce travail a été fait. Et donc, ce travail-là a été fait sous la gouvernance de Matata Ponyo à l'époque. Non, mais il faut qu'on se le dise. Quand vous parlez de l'amélioration des finances publiques, il faut qu'on se dise exactement d'où viennent ces améliorations. Il y a eu une bonne personne après Matata qui a su... non, c'est un travail déjà... Le projet, il faut rappeler ici que le code minier a été validé en 2000 avant que Tshisekedi ne soit président de la République. Et c'est quand ce code minier est rentré en action, après la période de l'exonération, que ces entreprises ont commencé par payer les cotisations au prorata de la nouvelle loi. Et c'est ce qui a augmenté les recettes de nos régies financières. Il n'y a pas eu de magie, madame. Et donc, en effet, c'est pour justement vous dire qu'au-delà du fait que nous puissions avoir ces augmentations, il faut noter que toutes les recettes réunies n'ont toujours pas été à la hauteur des dépenses que nous sommes en train de réaliser au niveau du gouvernement. C'est pourquoi il y a toujours un solde budgétaire déficitaire. Voilà la gestion des finances publiques de notre pays. Voulez-vous dire qu'aucun... Enfin, rien n'est bon de ces produits s'il faut parler de la gouvernance. Alors, la mauvaise gouvernance aujourd'hui caractérise le chômage. La mauvaise gouvernance aujourd'hui caractérise l'état de nos routes, madame. Je ne sais pas si vous habitez les environs ou vous habitez quelle commune. Sillonnez dans la ville-province de Kinshasa pour ne pas vous envoyer dans de provinces pour voir les niveaux de notre régression aujourd'hui. Ça, c'est la preuve plus qu'éloquente de la mauvaise gouvernance, madame. Et ça, ça ne peut que nous ici, nous préciser à pouvoir tenir des propos, n'est-ce pas, mesurés en rapport avec la réalité du Congolais, la réalité du peuple qui n'a pas changé en réalité, mais qui, par contre, a perdu plus de valeurs. Et donc, voilà, la mauvaise gouvernance est à la base
de ce que nous voyons aujourd'hui dans notre société. Très bien. Alors, si aujourd'hui, le pays, on va le dire ainsi, n'a pas su se développer ou émerger en bien, le problème est venu forcément de la Constitution, pensez-vous? Non, pas du tout. Je vous ai dit, et vous le répète encore une fois. Pourquoi je me suis répété? Parce que je veux parler du parti qui a d'abord commencé par initier la révision de la Constitution, initier justement la campagne sur la révision de la Constitution avant que le président ne revienne, a justement parlé ce parti de réalité congolaise, mais aussi du fait que le problème, la Constitution présente plusieurs insuffisances. Voilà pourquoi ceux qui gouvernent les pays n'ont pas su mener à bien le pays à se développer ou à émerger d'une certaine façon. Je vous l'ai dit, madame, et je vous le répète encore une fois, que notre nation n'a pas de problème des textes. Vital Kamerhe l'a dit, Bahati Lukwebo l'a dit. Il faut ajouter ici que le professeur Mbata a dit que la constitution de notre pays était une constitution meilleure. Ajouter au propos du professeur Essambo, qui disait que nous avons une meilleure constitution de la planète. Et pour terminer avec les propos du professeur Jacques Njoli, qui disait qu'on ne change pas la constitution comme on change des chemises. Très malheureusement aujourd'hui, ces gens politiques changent la casaque pour justement prioriser l'intérêt individuel. Mais madame, il faut retenir une chose. Notre nation a évolué et a développé à l'époque de la gouvernance de notre président national, sans pour autant que l'on puisse emballer la population dans une démarche de les mobiliser pour les changements de la Constitution. Mais pour la révision, oui. Je vous donne les indices qui témoignent le progrès sous la gouvernance du président Joseph Kabila et du Premier ministre Matata Ponyo. Qui eux aussi se sont vus justement réviser la Constitution. Nous avons réalisé des avancées du point de vue financier, économique, au niveau de l'IDH. Nous avons gagné un indicateur de l'IDH. Et l'IDH, c'est l'ensemble de beaucoup d'éléments, les niveaux de scolarisation, tout ce que vous voulez. Il y a bien d'éléments qui caractérisent l'amélioration des conditions de vie de la population. Nous avons évolué, madame, pendant presque 5 ans, 4 ans et 7 ou 9 mois, sans avoir un rond à devoir à aucune institution financière internationale, notamment la FMI, la Banque mondiale et la BAD. Nous avons développé ces pays en créant Congo Airways avec un capital de moins de 100 millions. Mais aujourd'hui, je vous rappelle que Congo Airways est le reflet de la mauvaise gouvernance parce qu'une entreprise créée à moins de 100 millions avec l'argent propre des Congolais, aujourd'hui a une dette de plus de 100 millions alors qu'il ne possède même pas un avion à lui propre. Ça, c'est le reflet de la mauvaise gouvernance. Nous avons créé Transco, une société nationale de fierté, une société qui permettait à ce que vous puissiez quitter la gare centrale jusqu'à l'intendance à 500 francs congolais. Vous quittez la gare centrale pour aller à l'UPN à 500 francs congolais. Vous quittez la gare centrale pour arriver à Maluku à 1000 francs congolais. Madame, ces centres-là, les preuves éloquentes de la bonne gouvernance. La bonne gouvernance n'est pas déclaratoire. Vous restez dans votre chaise dans une salle climatisée et vous déclarez « Nous avons la bonne gouvernance dans le pays et tout va bien ». Non, ça se reflète par l'amélioration des conditions de déplacement des citoyens, notamment dans la ville-province de Kinshasa et ailleurs. Et nous avons construit... Je suis en train d'avancer, madame. Il y en a plein, il y a beaucoup d'exemples. Permettez-moi d'énumérer quelques-uns. Pour justement, pour justement vous parler que nous avons plus eu des résultats de la bonne gouvernance à l'époque de la gestion de M. Matata et de Kabila qu'actuellement avec nos gouvernants aux multiples déclarations inutiles. Nous avons créé, nous avons construit des routes, des kilomètres des routes, notamment aussi les boulevards. Nous avons construit l'immeuble intelligent. L'immeuble intelligent qui a, n'est-ce pas, honoré les ministères de l'État, qui jadis étaient locataires dans des parcelles privées d'individus. Ces ministères d'État
étaient locataires dans des coins de la rue. Mais grâce à la bonne gouvernance, nous avons construit avec les frais de l'État, nos fonds propres, un immeuble du gouvernement qui a permis à ce que les ministères puissent se rassembler dans un hall, dans un bâtiment, avec respect et les conditions réunies pour le favoriser à travailler convenablement. Et c'est cela la preuve de la bonne gouvernance. La bonne gouvernance ne se chante pas, madame. Et il faut retenir une chose, que ces réalisations, je me suis d'ailleurs arrêté à ce niveau pour ne pas perdre beaucoup de temps, témoignent à suffisance que nous avons eu de bons dirigeants, des dirigeants motivés non pas à se maintenir au pouvoir, mais à délivrer un résultat aux problèmes des Congolais. Parce qu'on ne se fait pas élire dirigeant de la RDC pour multiplier les intentions de gouverner. On ne se fait pas élire chef d'État pour justement intoxiquer, manipuler, accuser les autres des responsabilités qui sont propres à un chef d'État. Et donc, il faut retenir que la bonne gouvernance, c'est la réalité qui s'est transcrite. La bonne gouvernance, c'est l'amélioration des conditions de vie de la population. Et face à ce que nous vivons aujourd'hui, nous ne pouvons pas dire que la Constitution, à l'époque, a empêché ces réalisations de se faire, de se matérialiser. C'était le leadership et la gouvernance des dirigeants de l'époque qui, n'est-ce pas, a permis à ce que nous ayons ce que nous avons aujourd'hui. Mais malheureusement, ces entreprises créées, ces réalisations qui sont disséminées ça et là, aujourd'hui, sont, n'est-ce pas, piétinés. Ils sont piétinés par le gouvernement actuel. Transco, qui avait plus de 500 bus à l'époque, n'a plus que 50 bus, madame. Vous voyez, vous sillonnez la ville-province de Kinshasa. Les gens, la population a commandé des bus Transco. Des bus qui sont tombés en panne ont été remplacés. Le président de la République, vous me rappelez d'ailleurs, est allé inaugurer en pompe, avec manipulation en appui, une entreprise, non pas de fabrication, mais de montage des bus. À limiter. À ce jour, Transco n'a que 50 bus. Pourquoi cette entreprise ne parvient-elle pas à produire et à, n'est-ce pas, donner plus de bus à la compagnie Congo, qu'est-ce que je veux dire, Transco, pour favoriser les déplacements des Chinois actuellement. Vous voyez comment les gens souffrent, madame. Les gens arrivent à la maison à 2 h du matin, à 1 h, sans leur propre volonté. D'autant plus qu'il n'y a pas de route, il n'y a pas aussi de véhicules. Mais comment vous allez venir auprès de cette population pour lui dire qu'il y a une bonne gouvernance, le pays est bien dirigé? Le pays est bien dirigé par quel mécanisme? Parce que la population ne ressent pas l'impact de cette gouvernance, madame. Et voilà pourquoi nous vous disons ici que ces entreprises créées jadis, aujourd'hui, sont en voie de disparition. Transco, qui avait 4 avions achetés, madame, au fonds propre du gouvernement. On a accusé... Congo Airways, quand vous parlez des avions. J'ai parlé de Congo Airways, qui a été créé à moins de 100 millions de dollars avec les fonds propres de l'État. Très bien. Alors aujourd'hui, monsieur... Aujourd'hui, n'existait plus. À cause de la mauvaise gouvernance. Parce que normalement, on devait en avoir plus s'il y avait bonne gouvernance. L'actuel ministre a promis des avions. Il y a eu une commande. Et nous attendons voir les avions. Les 60 avions d'ailleurs que l'honorable, enfin on va dire les députés Eliezer nous a fait savoir lors de la plénière dernière. Alors, est-ce qu'aujourd'hui, monsieur Joseph, est-il, on va dire, est-ce interdit à un peuple de réfléchir sur la révision de, on va dire, de sa propre constitution ou la loi fondamentale? Madame, je vais vous répondre rapidement et d'une façon claire. Est-ce que quand vous réfléchissez, vous faites des bruits? Est-ce que la réflexion, votre réflexion, comme vous êtes là, quand je suis en train de parler, évidemment que vous réfléchissez. Vous arrêtez de réfléchir quand vous dormez ou quand vous mourrez. Vous réfléchissez à chaque instant. Est-ce que la réflexion doit se faire tambour battant? Non. La logique ici, c'est qu'on veut enrôler la population dans une démarche
de les mobiliser dans la manipulation, d'accuser la Constitution comme étant la cause de la mauvaise gouvernance. Mais c'est vous le manipulateur, c'est non, c'est Tshisekedi les manipule. Vous les manipulez. Tshisekedi, Monsieur Tshisekedi, parce qu'il a désacralisé le rôle et la fonction du président de la République, Monsieur Tshisekedi est le premier manipulateur en chef de Monsieur Kabouya est le second manipulateur en chef. Il faut qu'on se le dise. Que ceux qui manipulent en vrai sans délivrer de résultats voulus par le peuple, les autres, c'est nos gouvernants actuels. Vous comprenez, madame? Et ce n'est pas la Constitution qui est à la base des multiples voyages du président de la République à l'international. Il a fait plus de 28 voyages aujourd'hui, depuis qu'il a commencé cette année. Vous savez, un président de la République dans le monde qui a fait des voyages à l'international à ce niveau-là. Il fallait renouer avec... C'était quand? Cette année ou les 5 ans passés? Je ne parle pas ici des 5 ans passés, je parle de cette même année 2024. Le président de la République a effectué plus de 28 voyages à l'international. C'est pour rechercher quoi? Est-ce que c'est la Constitution qui l'autorise? Sa diplomatie, ou il est en train de mener sa diplomatie en faveur du pays dans lequel il est... L'impact de cette diplomatie, c'est quoi aujourd'hui? Kabila, qui ne voyageait pas comme Tshisekedi, faisait ressentir l'impact de sa diplomatie au niveau du bas peuple, au niveau de la population, au niveau de notre société. Par la création d'entreprises, par la création d'emplois durables, madame, qui aujourd'hui se voit être en voie de disparition parce que nous avons des mauvais gouvernants qui ne sont que venus pour détruire. Et donc, la logique de M. Félix-Antoine Tshisekedi, les manipulateurs en chef, c'est lui, je veux dire, c'est celle de, n'est-ce pas, mobiliser la population à s'enregistrer dans cette logique-là de changer la Constitution. C'est pas ce qu'ils disent. Changer la Constitution n'est pas à la base des détournements. Non, mais M. Joseph, les initiateurs jusque-là n'ont pas parlé d'un changement de la Constitution, mais d'une révision. Je vais avouer. Pourquoi vous, les opposants, vous parlez directement d'un changement? Je vais avouer ici que vous n'avez peut-être pas l'information. Je vais avouer ici que moi je prends votre rôle, c'est-à-dire que vous n'avez pas l'information. Vous n'avez pas l'information et moi je vous donne l'information. Parce que normalement c'est vous qui étiez mieux placé à nous dire ce que disent les autres du pouvoir. Ils parlent ici, madame, non pas de la révision constitutionnelle. Parce qu'il faut le dire, la révision constitutionnelle est prévue dans les dispositions se trouvant au sein de la même Constitution. Et la révision constitutionnelle n'est pas un péché. Nous avons une œuvre humaine imparfaite, qui est la Constitution. Une œuvre qui se veut être éternelle, mais évidemment avec l'évolution de notre société. L'évolution du monde. Il y a lieu, peut-être il y aura lieu qu'on puisse faire des modifications, ce qu'on appelle amendement, la révision de quelques articles. Probable de le faire. Mais où est le problème? C'est qu'avant de faire ces révisions, la Constitution elle-même a prévu les contextes dans lesquels ces révisions doivent se faire. Les mécanismes par lesquels nous devons suivre pour aboutir à ces révisions. Notamment, vous les connaissez d'ailleurs plus mieux que moi, il faut que le pays ne puisse pas être sous état de siège. Il faut que le pays ne puisse pas être en guerre. Pourtant, nous avons des provinces qui sont sous état de siège. Pourtant, aujourd'hui, nous appelons un pays agressé. Au-delà de ça, les conditions ne sont pas réunies pour qu'on parle même de la révision constitutionnelle. Vous comprenez, madame? Et ça, ce n'est pas un problème pour les opposants. Parce que ce n'est même pas la question à aborder. Mais le grand problème, c'est que l'on puisse aborder les changements de la Constitution. En vertu de quoi? Le président de la République n'est pas au-dessus de la loi. Le président de la République n'est pas supérieur, n'a pas un pouvoir supérieur que la loi suprême qui remplace Dieu, selon le professeur Jack Njoli, aujourd'hui qui est, je pense, deuxième vice-président de l'Assemblée nationale. Vous comprenez, madame? On ne touche pas à la Constitution à volonté. On ne brade pas la Constitution l'accusant des maudits pour seulement le réviser. Non. Kabila a révisé à l'époque. Vous avez donné cet exemple.
la Constitution. Est-ce qu'on a fait autant de bruit comme aujourd'hui? Non. On a révisé la Constitution hier. C'était normal de le faire. Et dans les conditions propices favorisant ces révisions. Il n'y avait pas guerre. En 2013, nous avons pu terminer la guerre dans une opération congolo-congolaise. Une opération pomme-orange. Nous avons terminé la guerre à l'est du pays et nous avions la paix durable jusqu'à ce que l'UDPS puisse revenir au pouvoir. Pour que le M23 puisse faire quoi? Ressurgir. Et donc, en effet, ce n'était pas tambour battant que Kabila a cherché à réviser la Constitution. Et Kabila n'a jamais, il faut le dire, cherché à changer cette Constitution, l'accusant des maudits, l'accusant d'être une Constitution des belligérants, d'être une Constitution des étrangers. Ce qui témoigne aujourd'hui l'échec fatal de nos gouvernants, c'est qu'ils cherchent à faire porter les chapeaux, non pas seulement aux individus, mais même aux textes sacrés de notre pays, comme quoi ces textes les empêchent de gouverner en bien nos institutions. Est-ce que c'est la Constitution qui a empêché M. Félix-Antoine Tshisekedi, avec sa famille politique, de nommer un Premier ministre aussitôt à identifier la majorité au sein de l'Assemblée nationale? Non. Nous avons passé 4 mois dans des guerres interpartis de l'Union sacrée. Nous avons passé autant de jours à attendre que les gens s'attendent dans les clauses ça et là pour qu'on puisse arriver à nommer un Premier ministre. Et encore, après avoir nommé un Premier ministre, une Première ministre comme nous avons aujourd'hui, nous devrions attendre encore à ce qu'il y ait des consultations après consultations pour avoir une équipe gouvernementale. Mais je vais vous rappeler, madame, c'est en dehors 10 jours, avec la même constitution, que Matata Ponyo a présenté un gouvernement de surdoués, un gouvernement de gens qui ont travaillé pour délivrer des résultats. Moins de 50 membres. De moins de 50 membres, d'ailleurs, vous le précisez, 36 membres de gouvernement. Mais aujourd'hui, il fallait attendre que Mme Souminois puisse aller d'abord à la base de l'UDPS, promettre les combattants que voilà, on va former le gouvernement où les combattants vont se retrouver à l'intérieur et finalement, on va diriger le pays. La preuve est qu'aujourd'hui, le gouvernement ne fout presque rien. Le pays est en train de reculer davantage. Nous descendons dans les abîmes, les abysses profondes. Et ça, c'est une preuve encore une fois éloquente que nos gouvernants aujourd'hui ont échoué leur mission de bien diriger les institutions pour délivrer des résultats voulus par la population. Selon Augustin Kabouya, c'est la Constitution qui emmène en son sein, on va dire, beaucoup d'anomalies, des anomalies qui ne facilitent justement pas la tâche aux institutions de la République. Quelles sont ces anomalies, madame? Je voudrais bien qu'on énumère les anomalies qu'on fait allusion ici. Il a parlé de la loi, je crois, Bakajika, l'article 217, l'article 200 également, qui parle des accords internationaux conclus. Alors, voilà pourquoi, ce sont des exemples qu'il a cités pour dire que la Constitution, il y a nécessité ou encore opportunité où il parlerait de obligation de revoir cette Constitution de 2005 en fait, il précise déjà en disant que c'est d'ailleurs même plus la même constitution qui a été votée en 2005 parce que la constitution de 2005 comportait les élections à 2 tours et aujourd'hui, qu'est-ce qui a fait que nous passions à un seul tour? Donc, madame, vous savez, la raison principale qu'utilisent nos amis du pouvoir pour manipuler la population, c'est celui de faire porter à Kagame la responsabilité de nous voler nos provinces, de nous voler nos terres. Et pour les cristalliser bien, ils disent que cette constitution a été rédigée par les étrangers et c'est les étrangers qui ont un complot contre la RDC pour ravir tout le territoire. Ça, c'est de la manipulation pure et simple. Alors que dans cette même constitution, en son article 214, alinéa 2, il est dit « Nulle cession, nul échange, nulle adjonction des territoires n'est valable sans l'accord du peuple congolais consulté par voie des référendums, madame. Nous ne pouvons pas accepter de céder nos terres
sans être consultés comme peuple par voie de référendum. Mais par quel mécanisme ils disent que l'article 217, comme disait Voici l'homme, autorise les étrangers de couper les 300 km de nos terres et de donner au Rwanda? Non, il faut être quelqu'un qui n'a même pas l'essence de la réflexion pour croire à ces bêtises. Déjà que le Rwanda n'est pas le seul pays voisin, pourquoi il faudrait... Et voilà, il faut trouver un bouc émissaire. Et le bouc émissaire de l'UDPS, c'est le Rwanda. Toute la gouvernance de l'UDPS ne s'est concentrée qu'à accuser les Rwandais. Pendant ce temps, nos pays voisins discutent des choses sérieuses. Le Congo-Brazzaville s'est retrouvé dans les grands concerts des grandes nations, au BRICS, pour discuter des choses réelles. Pendant ce temps, l'Angola a son satellite à l'orbite. Pendant ce temps, les nations aux alentours de la RDC développent, madame. C'est pour vous dire que nous avons des gouvernants qui ne connaissent pas et ne comprennent jusque-là pas les rôles pour lesquels ils ont été placés là, à la tête du pays, pour agir. Voilà pourquoi, sans avoir des propositions efficaces, sans avoir des propositions de qualité, ils votent dans la manipulation et la distraction, amenant ce peuple-là dans des débats inutiles, alors que le temps est en train de passer. Je dois vous rappeler ici que M. Tshisekedi ne reste qu'avec presque 3 ans. Parce que l'année 2028 sera une année essentiellement électorale, madame. Alors, cette année électorale voudrait assez que nous puissions beaucoup plus travailler, parce que cette année va être concentrée sur les finances, vont beaucoup plus appuyer les élections qui doivent s'organiser. Mais les gouvernants actuels choisissent mieux de s'acheter des cercueils aujourd'hui, eux-mêmes. Et je crains, je l'ai dit sans peur, que nos gouvernants puissent arriver à 2028, dirigeant encore ce pays avec les désordres qu'ils sont en train de vouloir imposer au niveau national. Ce débat-là du changement de la Constitution n'est pas un débat qui allait rencontrer l'assentiment de la population. Tshisekedi n'a pas été élu pour bavarder et chercher à laisser aux Congolais une constitution. Non! La constitution existait bel et bien, et c'est cette constitution que lui et tous les membres de l'UDPS, voire de l'Union sacrée, ont défendu hier bec et ongle. Le président Félix Antoine Tshisekedi a dit, l'étude existe, que le problème n'est pas la constitution, le problème, c'est les hommes à la tête du pays. Et aujourd'hui, qu'est-ce qui a changé dans cette constitution que lui défendait pour qu'il puisse l'accuser d'être une constitution de belligérants? Les testaments du feu Étienne Tshisekedi. Donc, ce qui est prioritaire pour le Congolais, c'est d'avoir un testament d'un père de famille pour sa famille et l'imposer à toute une nation de manière insolente, avec menace, avec intimidation et chantage. Non, madame. Nous avons besoin, si on peut demander quelque chose, encore une fois à ces gouvernants, c'est qu'ils puissent travailler. Ils ont un peu de temps devant eux, qu'ils puissent bosser, se mettre au boulot, afin de laisser le résultat des gouvernances. C'est par le résultat que nous allons reconnaître que Tshisekedi a un pays. Ce n'est pas au travers la manipulation pour changer la constitution, afin de se déclarer ou bien se présenter comme le président à vie de cette nation. Et c'est là le problème. Toute la motivation que vous voyez autour de Kabouya et les autres, c'est pour justement forcer à ce que M. Tshisekedi devienne l'épaule Biya de la RDC. Alors que pour développer la nation, madame, nous n'avons pas besoin de faire 20 ans. Magoufouli, le président Magoufouli, le fait Magoufouli, n'a pas fait 10 ans. Mais allez aujourd'hui dans son pays, vous allez voir qu'il a insufflé les progrès. Et celle qui est venu après, son successeur, a continué avec la philosophie de cette gouvernance-là. Il n'a pas fait 50 voyages à l'étranger. Mais rappelons qu'il y en a certains qui ont fait plus de 200 pendant 5 ans. Donc s'il faut calculer le nombre de jours passés à l'extérieur du pays, c'est comme on a passé mi-mandat à voyager entre des avions. Et ça, ce n'est pas la Constitution qui les consacre. Ce n'est pas la Constitution qui consacre le fait qu'on puisse collaborer et gérer les pays en amitié, en famille, comme le fait Félix Antoine Tshisekedi avec Nicolas Kazadi. Les millions se sont envolés. En même temps, le président de la République s'érige en protecteur de son frère,
qui lui, à son tour, passe devant vos caméras pour dire que je l'ai appelé, j'ai dit, président, attention, ces petits ministres, ces jeunes ministres. Vous voyez comment la nation est dirigée? Et je crois que c'est Platon qui a dit, donnez le pouvoir aux imbéciles et vous allez les faire des tyrans. C'est ça le problème. Aujourd'hui, nous avons un problème d'animateur de nos institutions. Nous avons un problème de leadership et de gouvernance de nos dirigeants. Parce que les dirigeants forts définissent les institutions fortes. Voilà, alors parlons évoquons la question sur les animateurs. Est-ce que vous pensez que le président Félix-Antoine Tshisekedi serait lui aussi victime de son entourage? C'est-à-dire qu'il serait peut-être mal entouré ou mal conseillé et que le problème vient de là? Le problème, ce n'est pas son environnement. Parce que le président de la République, s'il était quelqu'un d'avisé, c'est celui qui peaufinerait lui-même son environnement politique, n'est-ce pas? C'est lui qui choisirait les collaborateurs. Et ici, il n'est pas question de parler d'un environnement qui nuit à sa gouvernance. C'est lui-même le problème. Le problème, c'est le président Félix-Antoine Tshisekedi lui-même qui n'est pas à mesure de donner le meilleur de lui-même afin de répondre aux problèmes des Congolais. Je vous l'ai dit et le répète que M. Félix-Antoine Tshisekedi n'a pas un leadership exemplaire et une gouvernance axée sur le résultat. Et voilà pourquoi nous sommes en train de patauger dans la boue des accusations, de la manipulation, de la responsabilité, pour dire que voilà, on n'a pas réussi à gouverner parce qu'on a été bloqué autrefois par FCC Cash, on a été bloqué par Moïse Katumbi, on a été bloqué par Matata qui était actionnaire de Congo Airways, c'est un Burundais, c'est un Rwandais. On a été bloqué par Kabila, on a été bloqué actuellement, on est bloqué par la Constitution, madame. Qu'est-ce qui reste encore de plus? Donc, ici, il faut le dire avec toute clarté que nos gouvernants n'ont pas été à la hauteur de ce qu'on s'attendait d'eux. Étant des bons Quinois, ils nous ont rien délivré, sauf des promesses à répétition. Ils ont réussi à faire quelque chose, il faut le dire. À transformer les rêves des Congolais en désillusions, madame. Les Congolais espéraient à une nation qui progresse. Les Congolais espéraient à une nation qui avance. Les Congolais espéraient à la création d'emplois réels. Les Congolais espéraient à la paix. Mais nos gouvernants de l'UDPS, après 6 ans, ont transformé les rêves des Congolais en désillusions profondes. Et voilà. Aujourd'hui, est-ce qu'il faudrait, parlons de cette question du changement, révision de la Constitution, est-ce que on pourra dire qu'il faut laisser aux Congolais de trancher sur cette question d'une nouvelle révision ou pas? Les Congolais ont déjà tranché, madame, il faut le dire, par référendum. C'est les Congolais qui ont validé cette constitution que nous avons, vous et moi. On ne peut pas valider pour la même chose. On ne peut pas valider 2 fois la même chose. C'est-à-dire que organiser le référendum. Quand vous parlez de la validation du peuple congolais, il faut organiser le référendum. Qui dit référendum dit les processus électoraux. Qui dit référendum dit un budget électoral prévu. Qui dit référendum dit plus de 1 milliard ou 2 pour l'organiser. Par rapport aux priorités, est-ce que c'était la nécessité des gouvernances que M. Félix-Antoine Tshisekedi s'est dit être élu ou s'est fait élire en 2023 avec les machines à voler comme objectif? C'est ce qu'il avait comme objectif. Changer la constitution à plus de 2 milliards alors que nous avons des gens qui meurent au Kasaï, madame. Ils meurent de l'hypoglycémie. Nzala. Les gens ont fait. Enfin, allez dire. Et ça, on s'embrouille à discuter et à bavarder autour du changement de la constitution pendant qu'au Tanzanie, on inaugure les trains à grande vitesse. Nous discutons le changement de la constitution pendant que nous parlons de familles à l'est du pays. Nous discutons le changement de la constitution pendant que vous et moi arrivons à 1h du matin chez nous à la maison, faute des transports d'abord, bloqués dans des embouteillages, faute des routes, madame. Est-ce que c'était la priorité de nos gouvernants actuels? Et il faut définir que, puisqu'ils n'ont pas d'offre politique, ils n'ont pas d'offre de gouvernance, voilà pourquoi le pays
voilà, ça va être perdu comme ça, sans objectif. En 2028, ça va être quoi? On a promis 6 millions, je dis bien, 6 400 000 emplois à créer. Madame, comment ça va se créer ces emplois? Sans pour autant améliorer les conditions et les cadres du climat des affaires. Comment ça va s'améliorer? Dans la corruption, comment ça va se créer ces emplois-là? Les détournements. Oh, voilà. Très bien. Alors aujourd'hui, pour contrer ou barrer la route à cette initiative, nous avons vu le grande figure de l'opposition se lever pour faire front justement au président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi. On a vu un front commun s'est créé qui regroupe en son sein Matata Ponyo, Joseph Kabila, l'ancien président de la République, Moïse Katumbi, candidat président de la République en 2023, Martin Fayulu Madidi, également ancien candidat à la présidentielle de 2023. Oui. De l'autre côté, nous avons le sursaut patriotique avec comme leader Délice Sangha, ancien député, et nous avons un troisième camp, si je pourrais le dire comme ça, avec aujourd'hui l'ancien Premier ministre Muzito, qui lui soutient justement cette initiative. Alors, s'il faut parler de cette configuration, M. Joseph, pensez-vous que les opposants qui pensent que le peuple s'identifie en eux vont réussir à contrer cette démarche ou cette initiative? D'abord, il faut dire que M. l'ancien Premier ministre Adolphe Muzito n'est pas un opposant. C'est un adepte du pouvoir. Il a toujours été du côté de M. Tshilombo. Il a toujours été du côté de M. Non, je suis en train de vous dire qu'il n'est pas de l'opposition. Quand est-ce qu'il a quitté l'opposition? La preuve, c'est que Muzito, avec un peu de respect que les Congolais avaient pour lui, ne pouvait pas appuyer ces projets macabres de changer la Constitution. Parce que je prends ici l'exemple. À l'époque où Adolphe Muzito gouvernait la nation, comme Premier ministre, il avait, dans l'ensemble des personnels, conseillers et tous les agents de la primature, ils étaient évalués à 1200. 1200, madame. Vous pouvez aller vérifier. Matata Ponyo, juste après lui, est venu arranger et nettoyer ses bavures pour réduire les 1200 personnels qui étaient composés de neveux et nièces, copains et amis, à 120. Vous voyez, le résultat de la bonne gouvernance, c'est cela. Est-ce qu'il fallait avoir ou accuser la Constitution d'être à la base du fait qu'on puisse mettre à la charge de l'État 1200 personnels? Non. Ce n'était pas la Constitution qui donnait ces privilèges-là au Premier ministre d'arranger autour de lui 1200 personnes qui bénéficiaient des salaires aux frais de l'État. C'est pour vous dire que la mauvaise gouvernance que nous avons à faire aujourd'hui, avec nos amis de l'UDPS, ce n'est pas à cause de la Constitution. Et donc, l'ancien Premier ministre Adolphe Muzito ne pouvait pas appuyer ce projet. Mais libre à lui. Libre à lui. Parce que déjà, il faut le dire que Adolphe Muzito, aux élections, n'a pas réussi à avoir de voix. C'est un leader mineur. Je l'ai toujours dit ainsi. Et derrière lui, les Congolais ne peuvent pas adhérer à telle démarche. Vous comprenez? Alors, nous, au sein de l'opposition, réunis pour un objectif. Donc vous l'avez exempté de l'opposition? Non, il n'est pas de l'opposition. Au sein de l'opposition, nous avons des leaders majeurs. Les gens qui représentent les vrais peuples d'abord. Moïse Katumbi, Matata Ponyo Mapon, avec ses réalisations inégalables jusqu'à ce jour. Nous avons Martin Fayulu qui représente aussi la voix du peuple congolais en 2018. Je vais vous rappeler ici qu'en 2018, M. Félix-Antoine Tshisekedi n'a pas gagné les élections.
c'était M. Martin Fayoulou qui avait gagné les élections. Bah, ce n'était pas le combat mené lui seul, il s'est fait accompagner justement d'autres leaders de l'opposition. Exactement, c'est comme ça que je vous dis qu'au-delà de se faire accompagner des leaders de l'opposition, il a réussi le soutien et l'adhésion de la population. Ce n'était pas... parti seul, on a vu le résultat, M. Joseph. Madame, il faut ici dire une chose, que M. Martin Fayoulou n'est pas un petit monsieur, un leader mineur. C'est quelqu'un qui représente quelque part la voix de la population. Notamment, j'ai fait allusion en 2018 parce qu'il a été le vrai président élu. Mais en 2023, le cas récent... Et il est resté aussi populaire. Ce n'est pas quelqu'un qui est impopulaire comme Mozito. Martin Fayoulou est populaire à son niveau. Et actuellement, il faut le dire, dans un pays à plus de 100 millions d'habitants, pour arrêter l'hémorragie et la manipulation de M. Félix-Antoine Tshisekedi de réviser la Constitution impunément, il faut démontrer que l'on rencontre l'assentiment de la population qui adhère dans la vision de s'opposer à cette démarche. Voilà pourquoi il est nécessaire pour nous au sein de l'opposition de réunir nos forces au-delà de nos égos, au-delà de nos querelles et disputes. Vous savez qu'avant les élections de 2023, nous étions à couteau tiré avec beaucoup de leaders de l'opposition. Mais là, il est question de sauver la patrie. Parce qu'il y a un camp des gens de bien et il y a un autre camp des gens de mal. Les camps des gens de bien, c'est ceux-là qui veulent à ce que le progrès puisse se matérialiser. C'est ceux-là qui veulent à ce que la guerre puisse finir. C'est ceux-là qui veulent à ce que les Congolais obtiennent des emplois. C'est ceux-là qui veulent à ce que nous puissions avoir des routes, des entreprises et que nous puissions progresser la nation. Mais il y a aussi les camps des gens qui veulent devenir des présidents à vie. Les gens qui veulent, n'est-ce pas, prolonger les mandats. Les gens qui disent que 5 ans CP, il faut faire 14 ans. Kabou l'a si bien dit que 5 ans CP, le chef de l'État ne sait pas travailler parce qu'il n'a que 5 ans. Alors que dans des grandes nations du monde, aux grandes économies, les leaders politiques n'ont que 4 ans ou 5 ans. Vous comprenez, madame? Et face à ces deux camps, il faut que la population puisse se rallier d'un côté. C'est les côtés où les leaders de l'opposition se réunissent avec ce peuple-là, parce que ce que revendiquent ces leaders d'opposition, ce n'est pas la nourriture à pourvoir à leur famille. Ils revendiquent l'intérêt de cette population-là. Et cette population se voit être guidée directement par ces leaders politiques majeurs. Notamment, je cite, Matata Ponyo Mapon, qui est le délivreur de résultats par excellence. Moïse Katumbi, qui a fait des exploits que vous connaissez. Martin Fayoulou, qui aujourd'hui plaide pour une nation développée aux avantages et à la redistribution des avantages à tout le peuple congolais. Vous avez Joseph Kabila, lui qui est le père même de l'alternance pacifique du pouvoir. Il a réalisé bien de choses. Il n'a pas que le mal. Et donc, le peuple aujourd'hui choisit son camp. Mais tout celui qui va en dehors de ces camps-là, c'est défini être du côté de ceux qui veulent... Le camp de ce cas de figure que vous venez de citer. Voilà, les camps du mal, les camps de ceux qui veulent la prolongation... Donc, Denis Sessanga est de l'autre côté. Je n'ai pas dit ça. Denis Sessanga est de l'opposition. Mais il faut dire ici que dans une ville, par exemple, de Kinshasa, où nous avons plus de 17 millions d'habitants, il faut rassembler autour de soi un bon nombre de la population. Vous ne voyez pas vous ne pouvez pas rassembler autour de vous 300 Congolais, faire des marches pour prouver à M. Tshisekedi que vous avez l'adhésion massive de la population. Mais lui, au moins, on l'a vu sur terrain. Et qu'en est-il du Front commun? Actuellement, nous sommes... Aujourd'hui également, c'est Sanga avec le sursaut patriotique. Nous sommes... L'impact, c'est que vous avez vu la fois passée, sans critiquer l'initiative qui est bonne, mais ce n'était pas à la hauteur de l'attente des Congolais. Ça fait l'actualité durant une semaine. Non, ce n'est pas l'actualité qui est nécessaire ici, madame. Le message est passé. Le message ne doit pas que passer, mais nous devons démontrer la volonté de cette population. C'est-à-dire, madame, en unissant nos forces ensemble dans l'opposition, nous sommes plus que forts. Et nous démontrons au pouvoir, aux gens qui dirigent,
que voilà le peuple dit non à ces projets. Okay. Mais vous ne pouvez pas mobiliser 200 personnes. Pourquoi vous n'allez pas dans la rue, s'il vous plaît, et dire à M. Tshisekedi qu'on ne veut pas du changement de la Constitution. Mais quand Kabouya va mobiliser 1000, 2000, 3000, il dira quoi? Il dira que vous n'avez pas l'adhésion de la population derrière votre nom. Il faut le dire. Voilà pourquoi les pourparlers se déroulent et continuent à avoir lieu au sein de l'opposition réunie pour présenter un programme des communs accords qui va, n'est-ce pas, étayer les séries d'activités que nous allons mener. Et cela, non pas seulement à Kinshasa, dans toute la République, madame. On vous associe à Délice et Sanga, justement. Mais s'il le veut bien. Non. Si pourquoi vous voulez aller vers si vous voulez, sur terrain, madame, il a cette expérience. Madame, nous sommes, il a expérimenté le terrain. Nous ne sommes pas des adversaires. Alors, il faut le dire ici. Délice et Sanga peut se rejoindre à la majorité des Congolais réunis autour d'un idéal de chasser ou bien d'arrêter cette hémorragie de changer la Constitution. Mais voilà, c'est clair, parce que les activités ne doivent pas se passer à Kinshasa, mais au niveau national, parce que Tshisekedi ne s'arrête pas à Kinshasa. Il y a Kabouya ici et Tshisekedi va à Kalemi. Ce qui est sûr, la vraie opposition d'ailleurs de ces projets mortifères de changer la Constitution se retrouve où? Au sein de la famille politique du président de la République. Bahati Lukwebo l'a dit, que le pays n'a pas le problème de texte, mais des animateurs, des hommes. C'est récent d'ailleurs. Il a évoqué ses qualités d'ancien acteur de la société civile. C'est pour justement vous dire qu'il n'adhère pas à cette vision. Arep de Guy Luando aborde la question et il dit: nous soutenons le chef de l'État, mais dans la révision constitutionnelle. Qui dit révision, il dit le respect de la même constitution. C'est-à-dire qu'il n'adhère pas au changement de la constitution. Aujourd'hui matin, enfin je crois hier soir, Augustin Kabouya a parlé de la révision également. Il a dit qu'il ne se sent pas prononcé sur le changement, mais plutôt la révision. Tour de Babel. Ces propos confirment que l'Union sacrée est une tour de Babel. Ce sont des gens rassemblés autour, non pas d'un idéal, mais des intérêts égoïstes. Ces gens n'ont pas un idéal de progresser la nation, mais de s'enrichir, de devenir obèses financièrement. Et ils s'en foutent complètement de l'amélioration des conditions de vie de la population. Voilà pourquoi chacun a sa position. Bemba ne s'exprime pas. Ils attendent à ce que Kamere s'exprime. Voilà pourquoi ils sont irrités, parce qu'ils ne s'expriment pas ouvertement. Mais Kamere a si bien dit dans la conférence organisée à l'université de Kinshasa que il a d'ailleurs pris les mots, il a utilisé les mots du président national Matata, que le pays n'a pas un problème de texte. Le pays a un problème d'animateur de qualité. Disons cela, il a fait allusion au leadership et à la gouvernance de nos dirigeants. C'est pour justement dire que le problème n'est pas les textes, n'est pas la Constitution, mais c'est Félix-Antoine Tshisekedi. Merci beaucoup, Monsieur Joseph Edeba, président fédéral au sein du parti LGD, enfin fédéral Lukunga, c'est ça? Ouais. Très bien. Alors, c'est avec lui que nous avons échangé durant pratiquement 1h07. Monsieur Joseph Edeba, merci pour vos différentes analyses. 1 minute juste pour votre mot de la fin. Mon mot de la fin, je vais le consacrer à toute la population qui nous suit au travers de cette émission. Qu'il y a des nations dans le monde qui ont développé sans la Constitution. Les Botswana n'ont que les diamants. Mais la vie d'un Botswanais n'est pas comparable à celle d'un Congolais. Ce n'est pas les textes qui garantissent l'amélioration des conditions de vie de la population. Vous et moi souffrons. Vous et moi crèvons. Nous n'avons pas de transport, nous n'avons pas de route, pas d'entreprise, pas d'emploi. Au point que c'est winner ou rien actuellement. Ce sont les indices-là de la mauvaise gouvernance. Notre nation a reculé. Et pour faire avancer cette nation, aujourd'hui, vous et moi devons reprendre conscience, la conscience de Lumumba. Pour empêcher ces mauvais gouvernants de nous torpiller encore une fois et de devenir des présidents à vie. Parce que c'est tout ce qu'ils recherchent, l'amélioration des conditions de vie de leur famille et l'obésité financière de leur famille, que l'amélioration des conditions de vie de la population. Et donc, en effet, nous vous envoyons un message fort. Ne soyez pas manipulés. Faites preuve de grandeur. Faites preuve de la maturité. Refusez à tout prix ce projet
macabre de changer la Constitution parce que nos gouvernants actuels n'ont réussi qu'une seule chose. Transformer nos rêves à nous, de voir ces Congos avancer à une désillusion. Et ne vous faites pas avoir. Très bien, merci beaucoup, Monsieur Joseph. Alors, cette émission est complètement terminée. J'ose croire que ça ne sera pas votre dernier passage sur ce plateau. Merci également à toute l'équipe technique de CML13 Télévision d'avoir concouru à la réalisation de ce magazine. On se retrouve demain pour le 3e numéro de la semaine de CML chez vous. D'ici là, portez-vous bien et restez branchés au programme de votre chaîne CML13 Télévision. Au revoir.